Bienvenue, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, à votre fenêtre sur le monde égyptien, sur le monde de l'économie égyptienne, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques points essentiels. Et on attend beaucoup de réponses de la part de notre analyse, M. Ahmed El Nassef, notre analyste politique et économique, en ce qui concerne les dernières évolutions de l'économie égyptienne. Justement, dernièrement, en fait, on trouve que Reuters a fait un rapport sur l'économie égyptienne qui, selon cette agence de presse, va connaître une croissance assez stable au cours des 3 prochaines années avec une inflation en baisse progressive de plus de 10%, une dépréciation de la livre à court terme. Il y a beaucoup, si je peux dire même, il y a beaucoup de lectures proposées durant les derniers jours en ce qui concerne, et même durant les derniers mois, en ce qui concerne l'inflation, en ce qui concerne la dévaluation de l'économie égyptienne. Est-ce que c'est la livre égyptienne qui essaie toujours d'absorber les chocs ou les vagues inflationnistes importées de l'étranger? Pourquoi on a des, si je peux dire, plutôt on mise toujours sur une bonne croissance de l'économie égyptienne malgré les crises, malgré les désastres, que ce soit du coronavirus ou même des crises russo-ukrainiennes. Donc d'autres questions vont être proposées à notre invité, M. Ahmed El Nassef, qui nous attend actuellement en ligne de la TV internationale pour répondre à ces points. Donc, M. Ahmed El Nassef, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci bien, et bon après-midi à vous. Merci beaucoup pour votre, bien sûr, gentillesse et votre coopération avec nous. Et tout de suite, nous devons proposer notre première question. Selon Reuters, ou selon les experts qui ont été interrogés par Reuters, l'économie égyptienne va connaître une croissance assez stable au cours des 3 prochaines années. Donc, d'après vous, pourquoi et à quel point vous trouvez qu'à partir de tels témoignages, l'économie égyptienne est devenue de plus en plus résiliente face aux chocs, que ce soit extérieurs ou intérieurs? Je pense que tout a commencé quand l'administration présente a eu le courage de prendre une décision qui était un peu en retard pour presque 40 ans. Là, je parle de la dévaluation ou même partielle, on peut l'appeler, qui a été prise en novembre 2016. Et là, à ce moment, c'était une décision très courageuse de la part de l'administration et du président Sisi de commencer de réaliser les termes et la nature de l'économie égyptienne et gérer l'économie pour la première fois comme un vrai économie et pas avec des tranquillisateurs ou des aspirines ici et de là. Là, je pense qu'on a commencé de mettre les pieds sur la bonne voie. C'est un peu de malchance, si vous voulez, que juste après, pas juste après, mais presque 2 ans, presque après qu'on a eu le Covid qui a gêné tout le monde, qui a bien turbulé les supply chains un peu partout dans le monde et qui a causé des turbulences un peu partout dans l'économie mondiale. Et dès qu'on a commencé de sortir de ça, on a commencé la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu un effet négatif sur l'économie égyptienne, un peu non attendu, notamment négativement du point de augmentation extraordinaire dans les prix des blés et des produits alimentaires. Et de l'autre côté, donc ça coûte beaucoup plus. Et de l'autre côté, notre revenu du tourisme qui venait presque 40% qui venait des Ukrainiens et des Russes, que ça aussi a diminué énormément. Donc on a eu c'est comme un épée à double tranche, si vous voulez, où on a subi une augmentation de prix avec un manque de revenus en même temps. Et là, on a été bien gêné comme économie. Donc,
ça reste qu'on a une vision de l'économie. Parce que je pense que l'économie, c'est un peu comme comme un bateau en pleine mer. Si le bateau est bien construit et elle a les dimensions qu'il le faut pour nager, l'économie va nager. Même si on a une tempête ou quelque chose comme ça. Et là, on est en train de passer une tempête, ce sont des temps difficiles pour l'Égypte et pour le reste du monde. Mais on a les fondamentaux de l'économie sont en place. Et c'est pour cela que je ne pense pas que c'est trop difficile. Il y a des rapports qui sont fidèles, qu'on peut bien les respectables, si vous voulez, qui disent que le livre égyptien aujourd'hui est un peu surévalué, qui veut dire, autrement dit, que le prix du dollar vis-à-vis le livre égyptien doit augmenter pour le faveur du dollar. Oui, les estimations sont entre 10 et 20%, qui veut dire que plus ou moins on est en train de regarder un dollar qui doit coûter, selon ces reports ou ces analyses, qu'un dollar qui doit coûter dans les environs de 20 livres égyptiens. Ça aussi on peut le voir, mais c'est pas énorme. Si on se rappelle tous qu'on venait d'un prix qui était imaginable de 6 et quelques pour le livre égyptien. On peut toujours discuter 10% plus ou moins, ça c'est pas grave, c'est rien, c'est un ajustement, c'est rien de trop sérieux. Mais quand on parle qu'on monte de 6 à 18, ce qui a été fait en novembre 2016, c'est ça la décision très courageuse et que l'administration présente et le président a pris cette décision. Je rappelle, la première fois que l'Égypte, ou la dernière fois avant cette décision, c'était en 1977, au temps de président Sadat, quand on a eu la perturbation de 18 et 19 janvier 1977. Et après cette date, il n'y a pas un président qui a osé prendre une décision, et j'insiste, osé, a eu le courage, comme le président Sisi, de prendre une décision pareille, jusqu'à ce que le président Sisi l'a prise en 2016. Imaginez, depuis 1977 jusqu'à 2016, si on aurait augmenté ou ajusté le prix du livre égyptien par 1 ou 2 ou 3 piastres par mois, personne n'aurait senti ce changement. Mais ça n'était pas fait. Et le président s'est trouvé qu'avec une décision très difficile à prendre, mais elle a eu le courage et elle l'a pris. Imaginez-vous si on aurait rentré dans le Covid. Monsieur Ahmed Lessi Nassef, nous devons même saluer le peuple égyptien qui supporte le coût de cette réforme économique, le coût même très sérieux sur leur vie, quand on parle de cette dévaluation de la livre égyptienne, les Égyptiens essayent toujours de travailler sous toutes les conditions, essayent toujours de supporter et en même temps observent les fruits de leurs efforts, les fruits même de telles décisions. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Pourquoi, d'après le sondage fait par Reuters, a révélé qu'une baisse, une inflation en baisse progressive de plus de 10% et une dépréciation de la livre égyptienne à court terme serait donc presque, quand je parle exactement de l'inflation, serait dont la baisse de cette inflation serait dans 2 ans. Et c'est l'un des points à vous commenter. L'autre point, il y a une lecture proposée dans les derniers mois par Bloomberg concernant la dépréciation de la livre égyptienne. Bloomberg voit que le gouvernement égyptien essaye de laisser la livre égyptienne absorber le choc inflationniste importé de l'étranger. Donc c'est le deuxième point à commenter de votre part. Ok. La première, c'est très facile à répondre parce que tout simplement pourquoi on est en train de voir ce genre d'inflation. C'est très simple que tous les prix sont en train de flamber un peu
partout dans le monde, tout simplement parce que le component le plus important et le plus cher qui rentre pratiquement dans tout ce qu'on consomme d'une façon ou l'autre, ce qui est celui de l'énergie, est en train d'augmenter à des records qu'on n'a pas vus il y a plus que 30 ans. Donc là, quand on a le coût d'énergie, du pétrole, de l'électricité est en train d'augmenter, il n'y a pas une usine, n'importe quoi qu'elle fabrique, qui n'utilise pas de l'énergie. On ne peut pas transporter n'importe quoi d'un côté à l'autre ou d'un endroit à l'autre, notamment le droit où c'est cultivé, où c'est produit, à l'endroit où c'est consommé, sans utiliser d'énergie. Donc l'énergie, si on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est un ingrédient indispensable de tout produit qu'on consomme, qu'on met d'une façon ou l'autre. Donc ça, et ça c'est en train de flamber. Donc c'est très normal que les prix de toute commodité, de tout service sont en train d'augmenter. Et là, c'est ça l'inflation en fin de jour. Et c'est pour ça que c'est une inflation mondiale. Moi, je pense que dès que les choses... on espère tous que cette histoire de la guerre entre la Russie et l'Ukraine va se calmer. Et dès que ça va se calmer, on va avoir un peu de aftershock, si vous voulez. Mais ce qui va rester quelques mois, permettez-moi d'arrêter un peu ici à propos de ce point. En tout cas, il s'avère qu'il n'y aura pas de calmer le jeu entre les deux côtés. Mais il s'avère, ou il se montre jusqu'à maintenant, un accord d'exportation des céréales ukrainiennes à partir de ports ukrainiens, un accord sous l'égide ou sous les auspices des Nations Unies en coopération de la Turquie. Donc c'est une bonne, si je peux dire, bonne nouvelle pour l'économie égyptienne. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va s'abaisser parce que ces choses ne sont pas à 1 à 0. Donc, on a une courbe qu'on doit passer par. Mais grâce à Dieu, on est dans la bonne direction. Mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Okay? Donc, ça prend un peu du temps pour que les prix s'abaissent et on voit les résultats de ce changement. Et votre deuxième question, pourquoi le livre égyptien doit être dévalué, ou il y a des analystes qui disent que le livre égyptien a besoin d'une petite dévaluation, c'est à cause du tout simplement le GDP de l'Égypte qui a été d'une façon ou l'autre négativement affecté par une réduction assez importante dont un de ces sources qui est très important de celui de devise, ce qui est celui du tourisme. Donc on a un peu plus de livres égyptiens par rapport, tout ça pour peindre les choses vraiment en forme très simple, on a beaucoup plus de livres égyptiens par rapport à ce qu'on avait de devises étrangères. Et là, si on fait la différence, on va voir, ou la comparaison, on va voir que ça, vis-à-vis ça, on a un ratio que détermine ou indique que peut-être c'est le moment de faire une autre petite dévaluation, mais ça reste un ajustement, ça reste dans ce qu'on appelle toujours, c'est dans les 10%, ce qui fait que c'est pas quelque chose, c'est pas un changement assez important, assez grand comme ce qu'on a vu dans 2016. Ouais. Et là, c'est la nature des choses, ok? On savait pas que tout ça allait se passer. Et on ne savait pas qu'une guerre pareille va nous affecter comme elle nous a affectés. On n'est pas parti dans cette guerre, mais le contexte mondial, on fait partie du monde, on fait partie du contexte mondial, donc c'est normal qu'on soit touché par tout ce qui est en train de se passer un peu dans le monde. Ouais. Et ça se passe, c'est un ajustement de 10%, c'est très réversible, peut-être dans 1 ou 2 ans, ça peut se reverser dans l'autre direction, mais c'est comme ça que ça se passe les choses. Si on regarde l'euro vis-à-vis le dollar, et le euro, qui est l'économie, un des plus grands économies de l'Europe, est en train, ou vient de perdre presque 20% de sa valeur. Maintenant, on est en train de voir plus ou moins le dollar et le euro qui sont plus ou moins égales de valeur.
lors que il y a des décennies qu'on voyait que normalement il y avait une bonne différence de 20 à 25%, quelquefois même elle a touché le 30% entre le dollar et l'euro. Ouais. Okay. Donc ces ajustements dans une économie mondiale, dans les dynamiques qui sont en train de se passer aujourd'hui, c'est très très normal. Et je pense qu'on va le passer. La vision pour l'économie égyptienne pour les 3 ans qui viennent sont robustes, avec une croissance assez importante, entre 5 et 6%, et avec une diminution dans le taux d'inflation, ce qui veut dire que les choses vont passer dans la bonne direction pour les citoyens égyptiens. Ces jours-ci, bien sûr, nous fêtons la nationalisation du canal de Suez et récemment, il y avait des chiffres qui ont montré que le canal de Suez a réalisé un record de ne jamais vu dans son histoire. C'est 7 milliards de dollars. Donc, comment vous avez vu l'importance de ce nouveau canal de Suez? Je parle du nouveau canal de Suez. C'est énormément important et je pense que c'est une vision stratégique qu'on a eue. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ce qui est en train de se passer, comment ça a touché au canal de Suez? Donc on savait tous que la Russie était en train de fournir le reste de l'Europe par des tuyaux, surtout pour le gaz. Maintenant, ce qui s'est passé avec l'histoire entre la Russie et l'Ouest, que la Russie est en train de diminuer et même dans certains cas arrêter de fournir le gaz. Donc, l'Europe d'Ouest a besoin du gaz. Donc, la solution, l'alternative au gaz russe, que c'est le gaz liquidifié qui vient normalement dans le Golfe, qui passent à travers des navires du Golfe. Et ces navires en route vont passer par le canal de Suez, qui va augmenter le nombre des navires qui traversent le canal, qui va normalement générer un revenu qui est beaucoup plus important pour le canal. Si on n'aurait pas fait l'autre canal, et si on travaillait toujours avec l'ancienne méthode où une direction dans le canal devait attendre jusqu'à ce que l'autre, si vous vous rappelez, la façon avec laquelle le canal de Suez fonctionnait, la nuit, c'était pour les navires qui venaient du sud au nord et la journée, c'était le contraire. Ouais. Maintenant, quand on a eu le deuxième sens, le nouveau canal, comme on l'appelle, on peut avoir les deux directions qui passent dans le même temps. Ça, c'est un privilège qu'on n'avait pas avant. Et là, on est en train presque de doubler la capacité du canal de Suez. Et notamment quand chaque navire passe, elle paye pour l'Égypte des frais de transit. Donc, en même temps, on trouve que les prix du pétrole ont encouragé les grandes compagnies à utiliser le trajet du canal de Suez. Bien sûr, récemment, il y avait une visite effectuée par M. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et il y avait des discussions en ce qui concerne l'élargissement ou l'approfondissement des activités russes dans la zone du nouveau canal de Suez. Donc, à quel point vous trouvez, comme il a été déclaré même récemment par le gouverneur de la Banque centrale de l'Égypte, l'Égypte est devenue une terre attractive aux investisseurs étrangers. Et j'aimerais bien poser cette question avec d'autres remarques faites récemment par l'un des grands responsables du Fonds monétaire international en ce qui concerne qu'il faut donner un peu plus d'espace pour le secteur privé pour que l'économie égyptienne réalise de plus en plus une bonne croissance et pour que l'économie égyptienne soit soutenue dans la prochaine période. Super, mais ce que je voudrais, c'est, avant que je réponde à votre question, je voudrais faire une toute petite remarque. Combien de présidents on a vu, ou en Égypte ou ailleurs, qui a rencontré
avait un entretien avec le président américain et dans la semaine elle-même, au bout de moins de 7 jours, il a été en réunion avec le plus grand, le représentant du président russe. Qu'est-ce que ça nous dit? Que le président, ça nous dit que tout simplement que le président Sisi a pu arriver à un équilibre pour l'Égypte dans la diplomatie égyptienne qui est très rare. Honnêtement, j'ose dire que je connais l'histoire égyptienne assez bien. Je me rappelle pas d'un temps où un président égyptien a eu des entretiens avec les deux côtés si vous voulez, du politique mondial. Au bout d'une semaine, il a été en réunion très amicale avec le président américain et le président le ministre des Affaires étrangères russe, qui représente pratiquement la deuxième personne en Russie. Et je pense qu'on est arrivé à un équilibre politique très rare et vraiment très difficile à y arriver, que ça démontre l'importance que l'Égypte a sur le champ international et en même temps la sagesse de la politique égyptienne qu'on est en train de mener aujourd'hui avec l'administration précédente et le président Sisi. Monsieur Ahmed Lessi, j'aimerais bien ajouter une chose. L'Égypte pèse beaucoup ou dans le monde économique, notamment dans l'énergie, dans le commerce international. Par exemple, comme vous avez dit, les Européens, les Américains tirent l'Égypte vers leur parti, vers leur côté, à travers, par exemple, des investissements dans le domaine énergétique, à travers le fait de comment assurer le transfert de gaz égyptien vers l'Europe. Et de l'autre côté, on trouve que les Russes s'attachent de plus en plus à être présents sur la terre égyptienne à travers leurs investissements, notamment par exemple dans le canal de Suez ou dans même les champs gaziers de l'Égypte. Tout à fait. Et c'est ça, je pense, où on trouve l'intelligence de la diplomatie ou la politique de la diplomatie égyptienne menée ces jours-ci, que on peut, et c'est pas impossible, on peut être ami avec tout le monde. Et là, je pense que c'est une réussite qu'on ne peut pas négliger. Pour moi, il y a très longtemps que j'ai vu quelque chose pareil. Pour répondre à votre deuxième question, que la réduction ou une autre dévaluation peut aider les produits égyptiens. Je suis d'accord, mais avec quelques limites, si vous voulez, parce que ça, c'est tout à fait correct, mais je pense que c'est pour les produits agriculture, surtout bien sûr, mais pour les produits industriels, si on va importer les besoins ou les matières premières, ou 50%, 70%, comme on a dans pas mal des industries, et on va les transformer pour la réexporter une deuxième fois, on ne va pas vraiment avoir un bénéfice assez important, parce que là, ça va partir dans les deux directions. Ça veut dire que on va payer un peu plus pour ce qu'on est en train d'importer, et si on va le réexporter une deuxième fois, ça va coûter un peu moins cher. Les choses où on va vraiment avoir la joie et ça va être très bénéficiaire pour l'économie égyptienne, ce sont deux choses. Normalement, l'agriculture, parce que ça c'est presque 100% fait localement, si vous voulez, et de l'autre côté, on a des industries qui sont avec des contenus, des matières premières qui sont dans les environs de 10 ou 15%, mais pas dans les 70% ou quelque chose comme ça. Monsieur Lessi, je n'ai plus de temps pour vous donner un peu plus d'espace pour nous commenter d'autres points essentiels dans notre discussion d'aujourd'hui, mais j'aimerais bien vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements très approfondis en ce qui concerne des points très critiques, très vitaux qui touchent l'évolution de l'économie égyptienne. Merci beaucoup encore une autre fois.
Et justement, chers téléspectateurs, avant de vous même laisser, je dois vous rappeler que CAPMAS, cette instance gouvernementale de l'Égypte, a dit qu'il y avait une baisse de 53% de déficit de la balance commerciale en avril dernier. Malheureusement, on n'a plus de temps pour commenter ça. J'ai d'autres points très essentiels des déclarations faites au cours de ces derniers jours, à part le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, qui, selon lui, par exemple, le projet national contribue à réduire le chômage en 8 ans de 13% à 7%. En même temps, je n'ai pas eu même la chance de poser cette question à notre invité. Par exemple, le ministre des Finances a dit c'est le temps actuellement de transformer les crises mondiales en opportunités de développement pour l'économie nationale. Et il a dit cette déclaration alors qu'il y avait des annonces en ce qui concerne l'établissement de presque 13 complexes industriels sur la terre égyptienne. Donc, est-ce que l'industrialisation, c'est, si je peux dire, l'une des bouts de sauvetage de l'économie égyptienne pour arriver à avoir une sorte de progrès de plus en plus tangible, de plus en plus fructueux pour tous les Égyptiens, et pour sortir même l'économie égyptienne de l'impasse que se trouve actuellement. Donc ça sera, si je peux dire, l'une de nos questions qu'on va proposer dans d'autres épisodes. Mais jusqu'à maintenant, je dois vous dire merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre attention, et à la prochaine.